C'est bon? Bon, signalez, n'hésitez pas à signaler s'il y a des soucis. Donc, le premier type de pompe à chaleur que vous connaissez tous dans tous les programmes de maisons individuelles aujourd'hui, une unité extérieure, une unité intérieure. Pourquoi est-elle si grande? Parce qu'il y a un ballon d'eau chaude sanitaire dedans. En réalité, l'échangeur ne fait que 1/3 de cette hauteur d'unité intérieure. Donc, c'est classiquement pour du résidentiel individuel. On a la même chose avec une unité extérieure, mais cette fois-ci un petit peu plus grande, qui est qui fait 1,20 m à 1,60 m, qui va nous libérer un petit peu plus de calories, mais toujours avec une technique, unité extérieure, unité intérieure. Et là, on va pouvoir libérer 10 à 20 kW, ce qui signifie qu'on va pouvoir chauffer du petit collectif. Alors là, on est toujours dans la PAC aérothermie RO. R, je prends les calories dans l'air. O, je les libère je libère ces calories dans un réseau d'eau. Ce réseau d'eau, quel est-il? Des radiateurs, un plancher chauffant et également ce qu'on appelle des batteries chaudes. Des batteries chaudes, ce sont donc des échangeurs thermiques qu'on va insérer dans une CTA, dans un système de ventilation. Deuxième type de pompe à chaleur, RR. Donc la pompe à chaleur RR. Donc là, on est toujours en aérothermie, mais cette fois-ci avec des puissances beaucoup plus importantes, mais avec une distribution non pas via un réseau d'eau, mais directement via des échangeurs, ce qu'on appelle des cassettes ou des modules intérieurs. Donc c'est ce qu'on appelle une PAC RR. Je prends les calories dans l'air, je les redistribue dans l'air. Donc ce type de pompe à chaleur est utilisé notamment en bureau, puisque par locaux, par bureau, ensemble de locaux ou certains volumes maîtrisés, on va vouloir soit atteindre une température de référence, ça c'est ce qu'on appelle de la climatisation, c'est-à-dire vous voulez 23 degrés, quelle que soit la température extérieure, ou du rafraîchissement, là ça veut dire que vous allez juste baisser de 5 degrés par rapport à la température extérieure. Donc on a besoin de moins de puissance dans ce cas-là. Et ces pompes à chaleur donc sont surtout utilisées effectivement en rafraîchissement, mais elles ont une puissance également disponible pour libérer des calories. Donc elles sont à double service. Ce sont souvent des pompes à chaleur relativement puissantes et encombrantes, donc avec des systèmes de ventilation supérieurs. Donc les ventilateurs sont à l'horizontale et vont balayer un échangeur qui est très important. L'avantage de ce type d'installation RR, c'est que vous n'avez pas de module intérieur. Donc ça veut dire que vous avez votre unité extérieure, le réseau va directement dans le bâtiment via quelques régulateurs, échangeurs, enfin régulateurs en faux plafond. On va libérer ces calories via les cassettes. Donc c'est relativement peu encombrant dans l'intérieur de votre bâtiment. Maintenant, nous allons arriver sur la deuxième technologie, c'est ce qu'on appelle la géothermie. En réalité, dans la géothermie, il y a 3 types de pompes à chaleur. La pompe à chaleur avec un diffuseur horizontal. Donc, ce absorbeur horizontal, ça veut dire que vous avez un terrain relativement généreux et vous allez mettre un serpentin et ce serpentin va absorber les calories sous 60-80 cm de terre. L'avantage, c'est que ces calories, elles sont relativement disponibles et facilement exploitables. Désavantage, c'est que on a besoin de quand même un réseau relativement important et donc on n'a pas de possibilité ni à arborer, ni à réaliser un parking au-dessus de cet échangeur-là. On va surtout l'utiliser donc pour du résidentiel, puisque dans le collectif, on a rarement un foncier disponible pour faire cela et bien sûr dans le tertiaire encore moins. Donc 2 autres technologies géo. La première que je vous présente, c'est une sonde. Donc c'est une sonde qui est forée à entre 50 et 100 mètres et c'est une sonde dans laquelle va passer un fluide caloporteur. Il va capter les calories de la Terre. Il n'y a pas du tout d'échange avec l'extérieur. Ce fluide, c'est un circuit fermé. Il va juste récupérer les calories. Pour que ce soit efficace,
il faut quand même un forage relativement important, puisqu'on est entre 50 et 100 mètres de forage. Donc c'est coûteux. L'avantage, c'est qu'on y absorbe beaucoup de calories et qu'on a une bonne capacité à libérer ces calories pour des bâtiments qui seraient peu performants. Deuxième type, toujours géothermie, mais en réalité, c'est un abus de langage. On appelle ça une pompe à air eau. Donc ça veut dire qu'on capte les calories dans l'eau, dans la nappe phréatique, et on la libère dans un réseau d'eau. La terre comme l'eau en sous-sol ont une constance de température, donc on est toujours avec quelque chose de performant. L'avantage de notre pompe à chaleur air eau, c'est qu'elle demande un forage de 15 à 20 mètres, alors que l'autre en géo demandait un forage à 100 mètres. Donc on a quelque chose d'aussi performant, mais avec un coût beaucoup moins élevé. Alors, bien entendu, quand on n'a pas de nappe phréatique, on est bien obligé de prendre l'autre solution. Donc, ces deux géothermies, on va les rencontrer sur des bâtiments qui sont avec des isolants assez médiocres, où la rénovation peut être difficile, où vous allez peut-être être, où l'utilisateur du bâtiment ne va pas être forcément le propriétaire et donc pas forcément envie de faire une rénovation profonde. Mais n'empêche qu'il est obligé d'exploiter ce bâtiment et il faut qu'il trouve une solution à sa facture élevée. Ça m'amène donc au deuxième paragraphe sur la notion de dimension, d'avantages et d'inconvénients. Mais avant tout, je m'interromps. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Céline va me les remonter. Donc je passe au paragraphe 2. Alors, donc la pompe à chaleur paraît assez multifonctionnelle, sauf qu'elle a quand même des avantages et des inconvénients qu'il faut bien prendre en compte, et notamment sa dimension. Par exemple, vous avez un bâtiment de logement collectif. À l'intérieur, vous avez une chaudière gaz avec une panoplie, la panoplie, l'ensemble des vannes automatiques, avec un ballon d'eau chaude sanitaire. Vous avez un petit ensemble et un certain volume. Et là, vous vous dites, je veux satisfaire les besoins de la copropriété qui me demande de faire des économies et on va éventuellement faire une faisabilité avec une pompe à chaleur. Techniquement, la pompe à chaleur va bien fonctionner. On va toujours trouver une solution de pompe à chaleur assez puissante pour libérer les calories, donc pour satisfaire à la puissance initiale de la chaudière gaz. Sauf que votre pompe à chaleur va demander une unité intérieure et une unité extérieure. Cette unité extérieure, elle va atteindre, si on est dans les petites puissances, donc on est dans le petit collectif, on est sur une unité extérieure qui va prendre à peu près 1 mètre carré pour 5 à 20 kilowatts. Mais par contre, si on est sur des unités qui vont libérer plutôt 100 à 200 kilowatts, donc des unités qui sont beaucoup plus fortes, comme celle que je vous avais présentée tout à l'heure, par exemple, là, on va pouvoir être sur 4 à 6 mètres carrés de surface. Ça, c'est pour l'unité extérieure. Cette unité extérieure, donc, soit on a une empreinte foncière suffisante et on peut la mettre au pied du bâtiment, encore que, bien sûr, il faudra faire attention au bruit, parce que ça, ce n'est pas négligeable. Petite unité, petit bruit, on va être sur des petits niveaux de décibels, à peu près 45. Par contre, si on est sur des grosses unités, forcément, on a des puissances sonores plus importantes, une nuisance entre guillemets aussi visuelle qui peut ne pas satisfaire le voisinage et les copropriétaires et les utilisateurs du bâtiment eux-mêmes. Donc, je reprends sur les encombrements. Vous avez une unité extérieure. Cette unité extérieure, soit elle vous libère les calories directement dans de l'eau, parce qu'elle a intégré l'échangeur. Dans ce cas-là, elle est un peu plus grosse. Et cette eau va être libérée et distribuée via la panoplie presque en place de votre chaudière gaz. Donc, cette panoplie, elle va se distribuer, donc cette eau chaude, directement dans les radiateurs. Soit
vous voulez une pompe à chaleur, une unité extérieure un peu plus petite, donc elle n'a pas intégré l'échangeur avec elle. Il faut mettre un échangeur dans la chaufferie, donc vous n'avez plus la chaudière gaz, vous mettez cet échangeur, donc cet échangeur va prendre, on va dire, 1,5 fois à 2 fois le volume de votre chaudière gaz, va pouvoir aussi produire de l'eau chaude sanitaire, mais de façon moins forte, moins instantanée. Donc, il va falloir utiliser aussi un peu plus de surface pour mettre 1 ou 2 ballons d'eau chaude sanitaire. Si c'est un seul, il sera de toute façon plus grand. Donc, vous voyez que cette chaufferie, on va dire, il faut multiplier le volume par à peu près 1,5 entre l'équipement gaz et l'équipement pompe à chaleur à l'intérieur. Je dirais que la surface projetée de ces équipements, c'est 1,5 fois celle du gaz. Donc ça, c'est un inconvénient non négligeable, hein, la surface à rendre disponible pour cette installation. L'unité extérieure, elle peut être bien sûr où on veut. Elle peut être au pied du bâtiment, sur le bâtiment. Mais si elle est sur le bâtiment, on doit bien sûr vérifier la capacité mécanique de la dalle. On a des solutions également sous comble, parce qu'on n'est pas obligé de mettre une seule unité, on peut mettre 2, 3, 4 unités qui sont en cascade, parce que la grosse unité est trop grosse, et on peut mettre plusieurs unités. À nouveau, il faut avoir la disponibilité des combles, dans les combles. Et on a les solutions d'amortissement acoustique, bien entendu, pour ne pas transmettre les vibrations dans l'habitat. Alors, dans les notions de dimension, donc on sait que, en résumé, on va se dire des unités pompe à chaleur RR relativement importantes, donc plutôt pour le tertiaire, des RO qui peuvent être de deux types, soit en intégrant l'échangeur dans l'unité extérieure, donc elle va être assez importante. Si elle n'intègre pas l'unité d'échange dans l'unité extérieure, cette unité est mise à l'intérieur et donc on a une réduction de cette unité extérieure qui peut être aussi plus discrète, moins lourde et plus flexible à mettre entre guillemets où on veut sur notre projet. Il faudra de toute façon toujours prévoir quand même une consultation des voisins, parce que dès qu'on met en place une pompe à chaleur, surtout qui se voit, une unité qui se voit alors qu'il n'y en avait pas du tout avant, on va dire que le bruit est quasi ressenti par la vue. Donc il y a besoin d'intégrer bien sûr les occupants et le voisinage dans ce projet afin de ne pas avoir de problème de recours. Alors, je m'interromps si vous avez des questions sur ce sujet d'encombrement, de dimension en fonction des puissances. Si vous n'avez pas de questions, je peux passer à Céline. Il y a une question? Vous m'entendez? Allez-y, je vous écoute. Monsieur Rendu, architecte Normex, avec Lola, mon assistante. On s'est vu il n'y a pas longtemps. Quand on n'a pas la place de mettre les unités, Des unités. là, j'ai le cas sur une copropriété en fait où la toiture n'est pas compatible pour recevoir le nombre d'unités nécessaires à une mise en place de pompe à chaleur. Donc, on repart sur du gaz, quoi. Ah, alors c'est effectivement le souci de l'unité extérieure, c'est que déjà elle a un certain poids, on peut pas la poser, partout. Oui. Et donc ça, c'est pas négligeable. Des fois, l'empreinte foncière ne permet pas d'être au-delà de notre limite du bâti. Là, en l'occurrence, c'est le toit, il n'y a pas le choix. Et donc, on peut être aussi sur le toit. Alors, il existe des pompes à chaleur. Donc, on a déjà fait ça dans un EHPAD, par exemple, où on avait un EHPAD où l'empreinte foncière nous contraignait. Et on ne pouvait mettre les unités extérieures que dans la cour où les gens qui avaient Alzheimer pouvaient circuler. Ce qui posait problème parce que dans les ailettes, on peut mettre un stylo, une réglette, des branches, oui, sûr, enfin, bref, problème de sécurité. Et en fait, il existe la marque Emser, notamment le fait, des pompes à chaleur qu'on peut mettre en un poste supérieur d'une porte ou d'une fenêtre. Et donc, on a l'échangeur
extérieure, l'unité extérieure, qui est en fin de compte au-dessus de la porte. Et on peut avoir comme ça cette récupération de calories de façon tout à fait classique après, hein. C'est juste que cette marque, ce fabricant Emser, qui est un fabricant de Brest, hein, je crois qu'il est à Brest, ou à Quimper, dans le Finistère, qui est français, je crois qu'il a été racheté depuis par Carrier, et depuis, je crois que cette année. Donc en fait, nous permet éventuellement d'avoir une solution pour réimplanter des unités extérieures. Alors bien entendu, là, c'est pas satisfaisant si on veut récupérer 100 kilowatts, parce que ce sera plutôt. Oui, là, c'est toute une copropriété. Là. Ouais. Si on veut utiliser cette même technique, on peut dire que est-ce qu'il est possible d'utiliser une porte de garage? Il faut-il avoir un garage, un lot non distribué qui n'appartient pas à un copropriétaire. Ça peut être relativement compliqué. Et ensuite, l'autre solution, ça va être une géothermie. Donc là, du coup, on fait plus d'unités extérieures aérothermie, mais on n'est plus sur le même budget non plus. On va aller chercher des sondes. Donc il y a toujours la géothermie. Votre reportage, mais ça, c'est impossible. Ça, c'est compliqué. Si on peut pas mettre d'unité, soit. Je prends peut-être un peu les devants, mais du coup, la variante. Donc là, vous êtes sur la pompe à chaleur. Vous défendez la pompe à chaleur. Ça me fait plaisir parce que je commence à avoir énormément de doutes. Ah bon? Par rapport au gaz. Alors par rapport au gaz, tout à l'heure, je vais comparer dans le paragraphe qui vient. Je vais vous. D'accord, on en reparle tout à l'heure. Très bien. Je vais justement aborder tout à fait ça, et après, on peut revenir à votre sujet et au sujet si d'autres sont concernés par cet inconvénient. Merci Alors beaucoup. du coup, pas de souci. À tout à l'heure. Ouais. Je vais vous présenter une autre question. Donc en fait, il existe sur Géoportail la possibilité d'avoir les caractéristiques de terrain. Alors notamment, ça a été fait pour plusieurs raisons, pour les agriculteurs aussi, pour qu'ils connaissent la teneur de leur terrain en acide, basique. Donc on a quand même sur le géoportail, mais je vais mettre un lien, la question est bonne, un lien sur notre site pour que vous puissiez éventuellement avoir ce renseignement. Mais dans tous les cas, que ce soit pour une nappe phréatique ou pour la géothermie pure, on a toujours un forage à faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce forage, quand on veut faire ce forage test, il peut être directement tubé. Alors vous allez me dire, bah oui, mais si je fais un test et que je ne sais pas si tout compte fait c'est bon ou c'est pas bon, je vais faire un tubage. Et ça. En fait, par rapport au coût du forage test, le tubage coûte pas grand-chose. Et l'avantage d'avoir fait le tubage, c'est bien représenté là, hein, ici ou dans la feuille, là, un tube. Donc si on sait qu'on a une nappe phréatique, le tube il est plus petit. Si on va chercher si on sait qu'on n'a pas, si on voit qu'on n'a pas de nappe phréatique, donc on fait un forage plus gros puisque la sonde elle doit avoir le réseau descendant et le réseau ascendant pour avoir la circulation d'eau complète puisque c'est un circuit fermé. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que le coût du sondage, on va dire qu'on est, la dernière fois qu'on en a fait un, on était aux alentours de 5 000 euros. C'est vraiment la mise en place du matériel qui coûte cher. Après, le sondage, du moment qu'on est sur des profondeurs de 15 à 20 mètres, il n'est pas trop onéreux. Mais par contre, oui, s'il faut sonder à plus profond pour aller voir la qualité de la terre, sachant que ce qu'on veut comme terre, c'est pas forcément si quand même. Ce qu'on veut pas, c'est de la terre qui soit sableuse et sèche. On veut une terre qui soit, on va dire, assez gluante, assez collante, pour que, on le comprend bien, qu'il y ait un échange maximum entre cette sonde et la terre. Quant à la nappe phréatique, quel que soit le type de nappe phréatique, on a eu un projet en bord de côte. Là, on risque d'avoir une nappe phréatique avec de l'eau saumâtre, c'est-à-dire entre de l'eau douce et de l'eau salée.
Là, il y a un traitement à prévoir sur les sondes et dans l'échangeur de la pompe à chaleur. Ça se fait, c'est très bien maîtrisé. Il faut juste le savoir lorsqu'il y a eu un test. Le test avec donc ce sondage, c'est à la fois savoir si on atteint la nappe phréatique à 15 mètres et un prélèvement d'eau et une quantité d'eau, savoir s'il y a un débit d'eau suffisante pour pouvoir, ce débit d'eau suffisant pour pouvoir avoir un échange thermique constant, sans avoir, surtout avec les problèmes de sécheresse, sans avoir des baisses de performance. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on peut aussi faire un peu de rafraîchissement avec une pompe à chaleur géothermie, mais ça reste quand même à, à étudier au cas par cas. C'est pas toujours le cas. Notamment, est-ce que la nappe l'été va nous permettre, malgré son niveau, d'avoir suffisamment d'échanges? Et le bâtiment n'est-il pas trop énergivore pour pouvoir nous permettre cela? Alors, j'arrive donc sur notre cas d'application qui va intéresser, je pense, à peu près tout le monde parce que ça va vous permettre d'avoir une échelle. Parce que là, on parle de pompe à chaleur, mais en fait, il faut la comparer par rapport à d'autres systèmes de chauffage. Donc, K1, les 3 premiers graphiques concernent un bâtiment de logement collectif, 3800 m² environ. Le K2, ce sera un bâtiment tertiaire. Je vous présente 3 cas. J'espère que j'ai fait un maximum d'agrandissement et pour pouvoir être le plus lisible et percutant. On part d'un logement, d'un immeuble où il n'y a que du chauffage par convecteur électrique. C'est vraiment typique années 60-70, plutôt fait pour la location. Vraiment, ils sont pas pris le chou du tout. Ils ont fait au plus simple. On a du béton, on a une brique plâtrière, une isolation vraiment pas bonne. Certains ont fait du simple vitrage ou double vitrage. On a globalement quand même un bâtiment de très médiocre performance. Et donc, quand on fait une évaluation en étude thermique, on est en G. Donc, instant critique, bien sûr, pour les propriétaires, les bailleurs, puisqu'ils ne peuvent plus louer. Donc, il faut trouver à tout prix une solution. On va dire que quasi tous les appartements étaient en G. Donc, en moyenne, on va dire l'immeuble est en G. Donc, on est entre F et G, on n'a plus de possibilité à louer. Donc, c'est une catastrophe économique pour les investisseurs. Surtout ceux qui ont acheté ces appartements il n'y a pas longtemps et qui sont loin d'avoir fait le temps de retour sur investissement. Pour donner un ordre d'idée économique, au-delà de l'aspect réglementaire, on est pour les utilisateurs à une moyenne de 2500 € par logement pour chauffer et produire l'eau chaude sanitaire, ce qui est considérable pour un logement qui ils sont entre 60 et 80 m². Je suis dans des moyennes. Mais vous avez vu, simple vitrage, béton, brique plâtrière. Donc c'est vraiment une catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, on va mettre un système de chauffage qui soit je dirais, le plus connu, facile à mettre en œuvre, un système gaz. Par contre, comme c'était du chauffage individuel, il n'est pas question de refaire un chauffage individuel gaz, repasser les gaines gaz, ce serait beaucoup trop onéreux. Donc là, on va plutôt faire une production centralisée gaz. On est dans un ancien immeuble, donc on a des volumes en sous-sol assez généreux, donc ça ne nous pose pas de souci de poser cette chaudière gaz et de repasser un réseau. Quand même avec des opérations assez onéreuses, tout de même, mais bon, il faut le faire, sinon plus personne ne peut louer son appartement. Et vous avez vu, je ne fais pas d'effort sur l'isolation du tout. Je passe donc de G à ST juste en mettant du gaz, une chaudière gaz. Pourquoi? Parce qu'on a un coefficient d'énergie primaire qui favorise les énergies fossiles et ce même coefficient d'énergie primaire donc dévalorise fortement l'énergie électrique. Donc effectivement, en plus d'avoir une chaudière gaz qui est de toute façon, par principe, une chaudière est plus performante qu'un convecteur, on va dire en termes de distribution de calories, on a ce coefficient d'énergie primaire et d'énergie finale qui valorise l'énergie fossile et qui est toujours en place, quel que soit la RT 2012, RE 2020. Le gaz, oui, quand on fait une étude thermique neuve, on a un impact carbone dû au gaz, mais ça n'empêche que notre note reste quand même toujours favorable puisqu'on bénéficie du coefficient d'énergie primaire
qui est égal à 1 pour l'énergie gaz. Vous voyez que c'est considérable. Je n'ai rien fait sur le bâti. Je suis tout de suite conforme. Je suis même conforme pour la deuxième partie de la réglementation où on devra être à mieux que D. Donc, j'ai même de l'avance pour les 10 prochaines années. Là, je passe sur un coût, non pas de 2 500 €, mais à 613 € au coût actuel de gaz. Donc, on va compter 14 centimes le kilowattheure avec les taxes. Première solution, un système de chauffage central gaz. On prend toujours un système de chauffage central et maintenant on va le mettre avec une pompe à chaleur. Donc la pompe à chaleur nous permet d'être en D, donc on passe de G en D. Donc on est pas mal, hein, on est un petit peu moins bien que le gaz. En termes de coût pour l'occupant, nous passons de 2 500 cette fois-ci à 1 100 € par logement. Par contre, en termes de carbone, on n'est non plus en C, mais en B. Alors c'est important parce que la réglementation est en train d'évoluer et elle va encore évoluer. Et aujourd'hui, où on n'a pas du tout de contraintes dans le décret qui oblige à avoir des logements en E, on n'a pas du tout de contraintes carbone pour le moment. Mais ces contraintes carbone qui sont déjà présentes dans la RE 2020 pour les bâtiments neufs risquent de nous arriver aussi sur la rénovation. En attendant, donc, deux lectures quand même à avoir. J'ai donc un classement D, donc je suis tout à fait bon pour pouvoir louer mon bâtiment. J'ai un classement B pour le carbone, qui est quand même mieux que le C du gaz. Donc je me dis, peut-être que je pourrais, dans les années à venir, sans rien changer, avec ma pompe à chaleur, peut-être être classé en C. Car il faut savoir que les notes énergétiques sont déjà améliorées par la note carbone. Avant avril 2022, la réforme notamment du DPE qui est opposable, hein, et l'étude thermique également, c'est-à-dire que quand vous promettez à un occupant, un propriétaire qui achète et qui a eu un DPE qu'il va consommer tant, ou un maître d'ouvrage qui va consommer tant parce qu'il a fait une étude thermique, et s'il ne fait pas cette économie, si ce coût énergétique est supérieur, il peut mettre en procès soit le vendeur, soit le maître d'œuvre, toute partie en tous les cas ayant connaissance initiale de l'état du bâtiment. Donc, nous avons sur ce même bâtiment, sans isolation du tout, une amélioration forte de la note énergétique, rien qu'en changeant le système de chauffage. Donc, chauffage individuel à chauffage collectif, donc c'est quand même pas négligeable, effectivement, en termes de coût pour la mise en œuvre du réseau. Et une PAC RO et gaz qui, en fait, sur les mêmes techniques, puisqu'on est sur une distribution d'eau chaude via des radiateurs qu'il faudra mettre en place. Donc voilà pour cette première approche dans le logement collectif. Je vais maintenant aborder le bâtiment tertiaire. Le bâtiment tertiaire, j'en ai parlé un petit peu au premier webinaire il y a un mois. C'est un peu différent. On a un décret tertiaire. Ce décret tertiaire, il faut bien comprendre cela. Ce décret tertiaire oblige tous les bâtiments de plus de 1000 m² à avoir un programme d'amélioration. En 2030, moins 40%. En 2040, moins 50%. En 2050, moins 60%. Moins 60% de quoi? De ce que chaque propriétaire, qui soit une collectivité ou qui soit une foncière, aura déclaré sur la base OPERA de l'État. L'État a mis 2 fois une dérogation de délai pour pouvoir laisser le temps à la déclaration. On a encore pas mal bien sûr, de propriétaires qui n'ont pas du tout fait leur déclaration. Mais en tous les cas, la base OPERA, la base de ce qui est déclaré, en consommation déclarée, c'est ça qui va être la référence pour l'économie. Alors, je poursuis et c'est vrai que c'est pas facile et malheureusement, on n'est pas aidé par la législation. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'énergie primaire. Maintenant, on va parler d'énergie finale. Et c'est très important parce que l'énergie finale
quelle que soit maintenant l'énergie qu'on va utiliser, donc la source d'énergie, que ce soit du gaz, que ce soit donc de la pétrochimie fossile, que ce soit d'électricité, électricité nucléaire ou autre, qu'importe, on n'a pas de coefficient pondérateur, on n'avantage pas et on ne désavantage pas telle ou telle source d'énergie. Donc on est sur vraiment un pied d'égalité, quelle que soit la technique qu'on va utiliser pour chauffer notre bâtiment. Le gaz, l'électricité ne sont pas mieux ou pire l'un que l'autre à ce niveau-là. Alors, dans ce bâtiment tertiaire, j'ai des convecteurs, hein, c'est un bâtiment tertiaire qui fait à peu près 2000 mètres carrés. J'ai chaque local, salle de réunion et autres, sont chauffés avec des radiants qui ont plus ou moins évolué, des radiants, des convecteurs qui ont été changés au fil des ans. Je me retrouve donc avec 522 kWh d'énergie primaire. Ça, c'est ma note qui m'est ressortie quand je fais un audit énergétique, par exemple. Par contre, comme je vous ai dit, pour être conforme par rapport à la base Opéra et m'engager sur des économies, je ne raisonne pas en énergie primaire, je raisonne en énergie finale. C'est très important, je vous ai mis là la note énergie finale. Énergie primaire 522, énergie finale 206. Alors, on n'est plus dans la même réglementation avec interdiction de louer des bureaux. Non, l'interdiction de louer, c'est dans l'habitat et pas dans les bureaux. Donc déjà, je voulais bien vous montrer la difficulté à bien analyser un audit et à bien faire comprendre au maître d'ouvrage où il va par rapport au constat de l'audit et à l'étude ou aux études qu'on va lui donner et qu'on va lui promettre, et on va lui promettre, oui, vous allez faire mieux, vous allez répondre à la réglementation. Oui, mais est-ce que c'est vrai? Énergie primaire, c'est une information, on ne l'utilise pas en tertiaire. On n'utilise que l'énergie finale. Donc ce 206, c'est la base que je vais avoir déclarée à Opéra. Je dis mon bureau qui fait 2000 mètres carrés, aujourd'hui aujourd'hui en réalité c'était en 2020. Nous sommes en 2020, 2020, je déclare que je consomme 206 kWh par mètre carré par an dans mon bâtiment de bureau. Donc, le législateur m'a dit, attends, maintenant, tu dois faire des économies, tu dois me les promettre, et quelles sont tes économies? Vous, maître d'ouvrage, vous ne connaissez pas, vous allez mandater un auditeur, nous sommes auditeurs, et donc on dit, on va vous donner des scénarios de travaux pour vous dire, oui, en 2030, vous allez faire moins 40, oui, en 2040, vous allez faire moins 50, oui, en 2050, vous allez faire moins 60% grâce à tel et tel et tel scénario, et avec des projections d'investissement sur le bâti et le matériel. Donc, première chose que l'on peut faire, c'est changer le système de chauffage. Puisque nous sommes dans des bureaux qui peuvent être plus ou moins bien isolés, on a des problèmes de surchauffe l'été, on se dit, on va mettre la version la plus simple qui va satisfaire tout le monde, en termes d'ambiance de travail aussi, c'est de trouver une solution en pack air-air, pompe à chaleur air, je récupère les calories de l'air directement et j'ai redistribué via des cassettes ou des modules intérieurs dans chaque bureau. Et chaque bureau pourra régler sa température, mais bien sûr, peut être maîtrisé par une console centrale, histoire qu'il n'y en ait pas un qui veuille 19 degrés, l'autre qui veut 26 degrés, et que chacun fasse une tambouille qui peut être très onéreuse pour le propriétaire ou le gérant de l'entreprise. Je mets juste une pompe à chaleur, RR. Je passe de 206 à 92 kWh par mètre carré par an. Ça veut dire que juste en changeant le système de production de chauffage, production de chaleur, je fais 55% d'économie. C'est considérable. Rappelez-vous, 2030, je dois faire 40, 2050, 2030, 40, 2040, 50. Donc là, c'est pour 2040, déjà, je suis prêt. Et 2050, 60. Je suis presque là. Ça veut dire que je n'ai pas du tout fait d'intervention sur le bâti, sur la qualité du bâti, sur son isolation, sur son étanchéité. Automatiquement, j'ai déjà une approche plutôt favorable, en ayant juste changé
le système de production de chaleur. Et en plus, je me paye le luxe de pouvoir faire du rafraîchissement. Alors, je parle de rafraîchissement parce que si je déclare dans mon étude que je fais de la climatisation, là, je vais avoir une note défavorable, elle va redescendre. Donc, je chauffe, je rafraîchis, OK. Je chauffe, je climatise, là, je vais avoir une note défavorable. Rappel, donc rafraîchissement, c'est j'abaisse de quelques degrés mon bâtiment par rapport à la température ambiante. Climatisation, je souhaite une température de référence, 21 degrés, 23 degrés, et là, j'oblige mon système à atteindre cette température dans tous les cas de température extérieure. Qu'il y ait un pic de chaleur ou pas, j'oblige le système à produire suffisamment de froid pour atteindre cette température. Donc, effectivement, dans ce cas-là, on n'a pas les mêmes appareils, pas les mêmes puissances, et on n'a pas, bien sûr, les mêmes consommations. Et donc là, je vais avoir une note qui va être dégradée, je ne serai plus à 55%. Donc, là, c'était notre sujet, c'est la pompe à chaleur. Donc, je ne pas du tout abordé le sujet de la rénovation, comment on peut intervenir dans le bâti, mais il est toujours souhaitable de faire d'abord une rénovation du bâti et après d'engager des investissements dans les équipements, puisque ce qui est le plus pérenne, c'est ce qui dort dans les murs. L'isolation ne sera jamais abîmée, sauf bien sûr infiltration d'eau. Voilà pour la fin de mon sujet. Si je résume, la pompe à chaleur, ça peut être une bonne solution pour répondre à un besoin en économie d'énergie pour le logement collectif, à condition d'avoir suffisamment de surface, car comme me faisait remarquer M. Rendu, qui intervenait tout à l'heure, dans le logement collectif, la surface n'est pas forcément disponible, puisqu'on a des unités extérieures, des unités intérieures, échangeurs, donc on voit qu'on peut être relativement gourmand. Par contre, au niveau du tertiaire, on va avoir beaucoup plus de facilité puisqu'on n'a pas besoin de diffuser la chaleur via des radiateurs, on n'a pas besoin d'échangeurs, on peut plus facilement installer des unités extérieures pour faire du RR avec des modules intérieurs qui vont d'ailleurs être tout à fait favorables pour améliorer les conditions de travail dans les bureaux. Je n'ai pas. Donc ça, c'est pour l'énergie PAC qui compte aussi dans l'énergie renouvelable imposée par la RT 2012 et la RE 2020. Alors, pour rappel, RT 2012 et RE 2020 sont toutes les deux en fonction. C'est-à-dire que la RE 2020 s'applique à l'habitat et à quelques tertiaires, l'enseignement scolaire et des bureaux. Mais le tertiaire, c'est beaucoup plus que ça. Et tout le reste, que je n'ai pas cité et qui fait partie du tertiaire, c'est la RT 2012. Les deux, de toute façon, demandent de l'énergie renouvelable. La différence, c'est que la RE 2020 va, elle, noter aussi le carbone et la RT 2012 ne prend pas ça en compte dans la conformité du projet. Donc voilà, je vous ai tout dit. Je me mets à votre disposition pour répondre à vos questions. À nouveau, Guy l'a rendu. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Donc, j'ai Madame de Michelet qui me posait la question comment alors quand on est au niveau du logement individuel, on est sur des pompes à chaleur qui vont être sur des budgets on va être sur les 13 000 € à peu près. Pompe à chaleur, ce qu'on appelle double service, qui fait de l'eau chaude et qui fait du chauffage et produit de l'eau chaude sanitaire. On est sur unité extérieure et intérieure, donc on a les deux unités. Et effectivement, on va être sur des temps de vie de l'équipement qui va être autour de 15 ans. Alors attention, parce que en disant ça, en fait, on mélange plusieurs choses. L'unité extérieure, est-ce qu'elle est exposée à l'air salin? Est-ce qu'on est en bord de mer ou pas? Une unité extérieure qui tourne tout le temps, c'est les pièces d'usure type le moteur du ventilateur et le ventilateur lui-même
qui vont être sollicités. Derrière, on a l'échangeur et qui est souvent détruit par des impacts, la tondeuse ou autre, avec des projections sur l'échangeur. L'unité intérieure, elle va vieillir à cause du ballon. Tout à l'heure, je vous ai dit, l'échangeur, c'est un tiers et le reste, c'est le ballon de chaude sanitaire. Et oui, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que dans cette énorme boîte qui est à l'intérieur, les 2 tiers, et même presque plus des 2 tiers, c'est juste un ballon. Et vous savez que tout ballon qui se respecte, au bout d'un moment, a une petite tendance à fuir. Mais si on a les réparateurs, je dirais, honnêtes, on peut faire changer ce ballon. Mais je comprends que une pompe à chaleur, il y a plus d'éléments qui peuvent tomber en panne. Et je vous avais dit tout à l'heure, pour le logement, on est à 613 en gaz, on est à 1100 pour la pompe à chaleur aujourd'hui. Donc, si je fais gaz 14 centimes le kilowattheure et électricité 19 centimes le kilowattheure. Ça, c'est les coûts actuels où l'État aide encore et a obligé, certains fournisseurs à racheter de l'énergie et à le distribuer à un prix coûtant. Demain, c'est 14 centimes et 19 centimes le kilowattheure. Je ne sais pas s'ils seront toujours valables. Donc, il y a un côté économique. Après, il y a le côté, bien sûr, écologique, où là, chacun fera sa sauce. Entre effectivement la note C par rapport au kilo. On a 15 pour la même quantité de calories à libérer. On libère 15 kg de CO2 aujourd'hui en gaz et 8 kg en électricité. Et tout ça, ça va varier. Je vous ai parlé tout à l'heure aussi des coefficients. Ils vont aussi varier. Ils ont déjà changé entre la RT et la RE. Donc aujourd'hui, le gaz reste effectivement, Madame de Michel, pour vous répondre, plus compétitif, c'est clair. Un équipement moindre, plus puissant, avec une puissance instantanée plus importante. Donc aujourd'hui, il n'y a rien qui peut rendre... il n'y a pas plus compétitif que le gaz, c'est clair. Dans le projet neuf, on ne peut plus trop le mettre par rapport à la réglementation. On a des projets de promotion immobilière qui ont été quand même refaits. On en a refait deux dernièrement, parce que les propriétaires voulaient être sûrs que les locataires allaient payer leur loyer. Donc ça, c'était il y a 1 an et demi où l'énergie a fait un pic, l'énergie gaz. Donc il y a des peurs. Mais pour le moment, si on est sans cette peur, de façon très pragmatique, la chaudière gaz est effectivement l'énergie la plus, ou la solution gaz est la solution la plus économique à installer. Tout à fait. Et la moins gourmande en surface aussi. Je vous écoute. C'est à mon tour. Oui, bonjour. Monsieur Rendu. Alors, nouveau, oui, écoutez. Attendez, monsieur Rendu, je vais répondre à une première question et puis après je vous écoute. Oui, alors c'est les pompes à chaleur, les hybrides, dont GRDF n'arrête pas de faire la pub sur les abribus, à la radio, à la télé, partout. Alors, il n'y a pas trop de cohérence, sauf à vouloir une puissance instantanée assez forte. C'est ce que permet le gaz, en fait. Que permet le gaz? Il permet, si vous voulez de l'eau chaude sanitaire, vous voulez 60 degrés, admettons, vous tirez l'eau, ça déclenche le dépressurimètre dans la chaudière gaz, tout de suite, le brûleur se met en route et vous avez tout le temps l'eau chaude. Vous savez que vous allez l'avoir directement. La pompe à chaleur, elle ne peut pas libérer autant de calories, donc elle a besoin d'un ballon de stockage, d'où le grand ballon dont on parlait tout à l'heure. La chaudière hybride, elle va justement permettre d'atteindre, de distribuer de façon plus instantanée une puissance importante. Mais par rapport au coût que génère d'achat de cette solution, plus le fait qu'il faille et un abonnement élec et un abonnement gaz. Alors, l'abonnement élec, de toute façon, on l'a toujours. Il nous faut de la lumière, il faut alimenter le frigo, il faut alimenter les PC. Donc, dans tous les cas, on l'a.
En fait, c'est une solution qui est onéreuse. Et si ce n'est, je dirais, le besoin, vous avez des vestiaires, vous voulez chauffer de l'eau chaude parce que vous avez des vestiaires de sport, et donc il faut une sécurité. Vous avez un ballon de 300 litres, vous pouvez pas en avoir, vous n'avez pas grande surface en plus pour avoir un autre ballon de 300 litres. Là, on peut avoir une solution, mais on va plutôt être une solution hybride, mais on va plutôt être dans l'utilisation professionnelle. Dans la solution de résidentiel, c'est absolument pas du tout ce qu'il faut. On a la place de mettre un ballon de stockage. Les douches, on n'en fait pas, sauf à être une famille exceptionnelle. On n'est pas 10 à prendre une douche d'un coup et de façon très disparate. Donc, on a le temps de stocker de l'eau. On a le temps de produire l'eau pendant la nuit, l'eau chaude pendant la nuit. On a le temps de chauffer. Et donc, la solution hybride n'est pas du tout recommandée pour le résidentiel. Loin de là. Monsieur Rendu, je vous écoute. Attendez. C'est bon, Céline? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Donc, je reprenais les commentaires de Sophie de Michelis, pardon, et de Xavier d'Alençon, qui sont justement en interrogation sur la durée de vie d'une PAC, sur l'impact électrique d'une PAC. Parce que moi, j'en ai posé des dizaines de PAC, hein, mais j'ai souvent des retours de clients comme quoi les factures d'électricité ont énormément augmenté et qu'ils n'ont pas en fait la stabilité de chauffage qu'ils souhaitent. Hmm. Alors, Donc c'est vrai que maintenant, moi j'ai plus tendance à préconiser du gaz, quand on a le gaz de ville, hein, bien sûr, mais même quand on n'a pas de gaz de ville, une citerne, c'est pris en charge par les fournisseurs de gaz. Euh, Vous m'avez parlé, alors, donc vous avez parlé quand même que le gaz coûtait 600 euros à l'année. Je vois pas, hein, sur votre tableau parce que ouais, j'arrive pas à lire, hein. 613. Voilà, 613 pour 1000, presque le double pour la Hmm. PAC. Moi, j'ai des clients, des retours de PAC qui me disent, mais c'est inconcevable, ça coûte une fortune. Surtout quand ils ont une piscine, qu'ils ont des locaux énormes, qu'ils ont une maison normande, donc passoire énergétique, forcément. Parce que là, on parle neuf, là. Là, moi, je parle, en fait, je parle ancien, moi, je parle maison normande, qu'on peut pas forcément isoler correctement, qu'on ne peut pas traiter les ponts thermiques, qu'on peut pas. Enfin, vous voyez ce que je Oui. veux dire? Alors, de toute façon, ouais, Alors après, vous me je parlez de vais carbone, compléter. mais Ouais, alors, je vais compléter. L'aérothermie, comme je disais tout à l'heure, c'est des pompes à chaleur qui ne sont pas faites pour atteindre des puissances. L'aérothermie air-eau, comme je l'ai présenté, c'est pas fait pour les unités que je vous ai présentées au début. Je vais revenir sur ce type d'unité-là. Ce ne sont pas des unités qui sont faites pour aller tirer beaucoup d'énergie. Et oui, c'est ça, oui. si jamais il y avait un besoin d'énergie un peu importante, vous êtes sur une maison qui n'est pas étanche, qui n'est pas bien isolée, là-dedans, il y a une résistance. Il y a une résistance de 3 kilowatts ou 2 fois 3 kilowatts pour vous donner un ordre d'idée. Là, 3 kg, 3 kg, 6 kilowatts. Si jamais par malheur, c'était pas bien dimensionné, vous avez un risque de surconsommation. C'est ce qui se passe dans la plupart des cas. C'est ce qui s'est passé il y a 10 ans quand il y a eu un énorme crédit d'impôt pour les pompes à chaleur. Là, les Oui, commerciaux oui, bah allaient oui. voir Mm. monsieur et madame tout le monde et installer des pompes à chaleur alors que le bâtiment n'était pas du tout traité. Adapté. Ça, c'est clair, ça ne peut pas fonctionner. Dans les projets où on est limité en performance du bâti, vous êtes sur une maison normande, une maison en pierre, vous n'allez pas l'isoler par l'extérieur. Dans la maison à l'intérieur, vous avez déjà fait des aménagements. Vous vous sentez mal de tout refaire. Ça, enfin, c'est pas possible. Donc la solution aérothermie ne passe pas. Oui, d'accord. L'aérothermie, Ok. c'est vraiment pour Mm. des petites. Ça, c'est clair. La seule solution, c'est la géothermie. On n'est pas sur les mêmes coûts, mais la géothermie, c'est elle qui va libérer suffisamment de calories. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, D'accord. Mm. le COP, c'est le coefficient de performance de la PAC. Il est donné, alors c'est là où il faut faire attention, il est donné suivant les docks commerciales à 15 degrés,
à 7 degrés, à 0 degré ou à moins 7. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le moins 7. C'est là-dessus qu'on va travailler. N'empêche que les commerciaux, les données commerciales, elles disent, voilà, avec un COP, grâce à notre COP de 4,5, donc en réalité, c'est à 15 degrés, vous allez faire tant d'économies. Ah oui, mais en fait si c'est 15 degrés, je n'ai pas besoin d'une pompe à chaleur, juste je mets 2 radiateurs, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'une telle installation quand il fait 15 degrés. Moi, j'ai besoin de produire de l'énergie pas chère quand il fait plutôt 10 degrés ou même moins de 10 degrés. Donc, ça, effectivement, c'est un gros souci dans la communication. Chacun veut vendre sa super pompe à chaleur avec des COP qui est mieux que le copain avec 4, 4, 5, voire 5. La seule solution, c'est une géothermie. Dès que le bâtiment est limité en termes de rénovation, il n'y a que la géothermie qui va le faire. Surtout pas l'aérothermie. Le coût. Oui, alors tout à fait. C'est un coût qui est non négligeable. Mais si on se dit, on ne veut pas de gaz, on ne peut pas avoir de gaz, parce que il y a l'idée de la maison normande, elle est rarement en ville. Elle est plutôt en secteur diffus. Si de gaz, ça coûte 1 400 €, c'est pris en charge par le fournisseur de gaz. Et après, on est à 600 € par mois, quoi. Donc, par an. Là, vous êtes par an, là. Ça peut effectivement tout à fait marcher. Hein. Le gaz, si on a un contrat qui est favorable. Alors, j'ai eu plusieurs échos différents. Là, je ne m'avancerai pas plus sur des utilisateurs de gaz qui ont eu des mauvaises surprises dans les abonnements où les premières années, c'était une prise en charge et après, il y avait plus de prise en charge et les abonnements étaient onéreux. Alors, je pourrais... Il y a eu beaucoup de mauvaises surprises avec l'électricité aussi et la mise en concurrence de tous les distributeurs d'électricité. Donc ça, c'est un peu à chacun de faire attention à ce qu'il fait aussi là-dessus. Maintenant, ce que je vois, c'est que moi, donc on est en G à la base, on passe en C avec du gaz, on passe en D avec de la pompe à chaleur, en sachant que la pompe à chaleur, donc même si vous me parlez du carbone, la pompe à chaleur, on reste quand même sur un coût qui est 2 fois plus élevé que le gaz, avec une productivité en soi qui, comme vous me le dites, qui n'est pas compatible avec notre climat. Ça vaut le coup, je veux dire, dans le sud, où il fait entre 15 et 20 degrés toute l'année. Chez nous, où on descend à moins 0, les pompes à chaleur, elles ne suivent plus derrière. Donc c'est un peu ce que Xavier d'Alençon a dit. Par temps très froid, là, j'ai les conversations, là. Quelle est l'efficacité d'une PAC RO par temps froid? Ne faut-il pas conserver l'ancienne installation fuel gaz en bypass? En bypass, je n'ai pas trop suivi, mais... notre y a quand même savoir... Sophie et Xavier qui se posent la même question que moi. Sur l'efficacité dans tous les cas, vous avez compris que le gaz, on peut pas. Il reste de toute façon super intéressant pour le moment. Installation petite, puissance importante. Ça, il n'y a pas, d'hésard. Et on a un meilleur par rapport à votre remarque sur la température, nos températures de référence. Il faut savoir que jusqu'en 2000, à peu près jusqu'au Covid, on avait pratiquement 28 jours où on flirtait avec 0 degré, plus ou moins 0 degré. Depuis donc quelques années, là, 2-3 ans, ça se compte, je crois, en une dizaine de journées, une semaine et demie. Un degré par an. Donc on a des températures froides, on va dire froides, on va les appeler froides, donc autour de 0 degré. Enfin, des périodes de température froide qui sont moindres aujourd'hui. Donc la pompe à chaleur, pour nous, hein, en zone océanique, on appelle ça zone océanique. Oui, bien sûr. Elle reste intéressante. Par contre, plus dans les terres. Donc, Reims, Nancy, l'Allier, tout ça. Là, c'est la pompe à chaleur RO. Je regarde cette solution RO. Là, elle n'est pas du tout intéressante puisque là, on tombe sur des températures beaucoup plus basses. Si on est à la recherche d'une solution de chauffage sans pouvoir intervenir sur le bâti, c'est sûr que le gaz va être la solution qui va moins piéger l'habitant.
Si par contre, on est sur une solution de bâti performante, pour bâti typiquement un bâtiment neuf, bien entendu, là, la PAC, elle est bien mieux que le gaz. Parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de puissance, on est indépendant, l'électricité est vouée à avoir le kilowattheure d'électricité va être plus maîtrisé que le kilowattheure gaz, puisque on va bien un jour, à un moment, à un autre, on va être en pénurie de gaz. Alors on a nos réserves qui sont quasi pleines grâce à un hiver qui ne vient pas. Donc on va avoir un bâti performant compatible avec une PAC, un bâti moins performant, honnêtement, de toute façon, les chiffres que je vous ai donnés, c'est vraiment très honnête. Bâti pas performant, et pourtant la solution gaz, elle est bien. Elle est bien avec un bâtiment pas performant. Et la PAC, elle nous fait elle nous fait quand même encore une facture assez élevée. Ça, c'est pour l'habitat, et je recentre aussi sur le tertiaire. Le tertiaire, lui, va être un petit peu différent dans sa réflexion, puisqu'on va vouloir faire de la climatisation souvent dans le tertiaire. Je ne suis pas pour la climatisation, parce que je pense que pour moi, c'est un échec dans la conception du bâtiment. Si on est obligé de climatiser, c'est qu'on a, à un moment ou à un autre, on n'a pas prévu la surchauffe du bâtiment. On a prévu un bâtiment tertiaire comme une maison, avec des entrées solaires, puisqu'on l'a exposé au sud, alors que nous, on veut travailler sur des écrans plein nord pour pas du tout être ébloui et être dans le confort. Donc, pour le logement collectif, voilà, on a tout dit. Bâtiment rénové, performant, PAC. Bâtiment pas rénové, mal rénové, peu rénové, pour X raisons. L'ABF qui interdit l'isolation par l'extérieur et autres. Le gaz est aujourd'hui encore très intéressant. Aujourd'hui, par rapport au coût du kilowattheure. Voilà s'il fallait trier, c'est ça. Donc, comment nous, bureau d'études, on fait pour savoir quelle puissance on calcule, quelle puissance on va aller chercher en termes d'équipement. On simule le bâtiment, on regarde sa déperdition. On a une déperdition, par exemple, de 20 kilowatts. En face, on va mettre un moyen de chauffage qui va être de 22-23 kilowatts. Voilà comment faire. Et ça, tout ça, on le sait à l'avance. Par contre, si on est sur des installateurs qui utilisent leur ABAC, il y a des chances qu'il y ait un plantage dans le dimensionnement. Donc, dans tous les cas, il faut avoir une connaissance de la déperdition du bâtiment pour pouvoir amener la bonne énergie avec le bon équipement. Sinon, c'est voué à avoir une pompe à chaleur sous-dimensionnée qui va faire fonctionner sa résistance qu'à l'intérieur, les résistances de 3 kW, qui peuvent même être plus. Des fois, c'est des ensembles de résistances 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, et qui vont toujours tourner. Donc là, il faut être vigilant. Et le bâtiment typique normand n'est pas du tout favorable à une pompe à chaleur, ça je vous l'accorde. Donc le gaz restera l'élément le plus sécurisant pour l'habitant, c'est sûr. Est-ce que vous avez d'autres questions Donc, c'était l'objet de ce webinaire, c'est de montrer le pour, les contre, les avantages, les inconvénients de la pompe à chaleur. Tout à l'heure, j'ai aussi parlé du bruit, j'ai aussi parlé de l'encombrement. Il faut avoir tout ça en tête. La seule solution, en fin de compte, c'est de pouvoir rénover quand on n'a pas une maison normande, et de pouvoir rénover notre bâti. Mais ça va être compliqué parce que la copropriété impose une majorité de vote favorable à un programme de rénovation. Ceux qui sont là, j'ai fait une moyenne pour tout bâtiment, c'est un peu exceptionnel, j'ai pris le pire des cas, mais il y a des bâtiments de logement collectif qui sont plus ou moins médiocres, qui sont là, mais par contre, celui qui est sous toit, sous comble, il se retrouve là quand il a fait son DPE pour vendre son bâtiment, son logement, il voit qu'il est en G. Ouais, mais sauf que le reste de la copro, il n'est pas en G. Ils sont en D ou en E, donc ils n'ont pas du tout d'urgence à faire les travaux. Quelle est la solution pour que lui il puisse avoir sa bonne lettre? C'est compliqué. Donc, l'une des idées, c'est de mettre un ballon thermodynamique. Encore faut-il qu'il ait l'autorisation par la copropriété de faire les trous dans le mur pour pouvoir avoir cet échange. Ça peut être une idée, mais on est très limité dans ce cas-là.
Alors, si l'installation gaz était déjà existante, c'est-à-dire que là, on a une panoplie, les vannes, tout le réseau d'eau existe, les radiateurs existent, tout est existant. Donc là, on a une chaudière gaz, on veut la remplacer par quelque chose, une autre chaudière gaz, condensation, basse température, condensation, ou une pompe à chaleur. Il faut voir que la pompe à chaleur va être à peu près, pour remplacer, on va être à peu près à 2,5 fois le prix d'une chaudière gaz. Environ, parce que on ne fait pas que changer, comme je disais, une solution par une autre, il faut ajouter, donc on met une unité extérieure, une unité intérieure, des ballons redondants, puisqu'on peut produire moins instantanément d'eau chaude, donc si on est en logement collectif, il faut stocker plus d'eau chaude, puisque la pompe à chaleur ne va pas la produire de façon assez instantanée. Donc tout ça fait on peut dire que le coût est à peu près de 2,5 fois celui d'une installation gaz qui serait en remplacement. À ça, peut-être aussi ajouter que si le bâtiment n'est pas assez isolé, les radiateurs risquent d'être un peu justes et on peut peut-être être amené à augmenter la taille des radiateurs. Donc là, si on se dit les radiateurs, il faut augmenter la taille des émetteurs, des radiateurs, il faut arrêter, il ne faut pas du tout mettre de pompe à chaleur. La pompe à chaleur, vraiment, il faut la mettre quand le bâtiment a des caractéristiques thermiques suffisantes pour pouvoir libérer assez de puissance sans être dans l'excès, sans être dans le surinvestissement de l'équipement. On a toujours des équipements qui vont fonctionner, hein. On a des tours PAC qui peuvent faire 200 à 400 kilowatts. Ce n'est pas un souci. Mais par contre, les coûts d'exploitation, coûts d'investissement, coûts d'exploitation sont considérables. Donc, dans un bâtiment mal isolé, la pompe à chaleur, ce sera pas la solution, ce sera très onéreux. On peut investir dans l'équipement, mais à l'utilisation, ce sera cher et déjà à l'installation, ce sera cher. Un bâtiment qui a une bonne performance, la pompe à chaleur peut être quand même peut devenir plus intéressante. On va avoir un rapport de 1 à 2. Tout à l'heure, je disais 1 à 2,5. On sera plutôt sur du 2. On aura besoin de moins surdimensionner notre équipement pour compenser le fait qu'il ne produise pas, par exemple, de l'eau chaude sanitaire instantanée. Donc, si j'essaie d'être le plus clair, le plus honnête aussi possible. Je n'ai pas de préférence. Il faut récapituler. Donc, la pompe à chaleur, elle permet d'utiliser de l'électricité. Donc, ça peut être intéressant pour les projets qui n'ont pas de gaz réseau. Ça permet de respecter la note carbone dans le neuf. Ça peut permettre aussi de respecter la note carbone si on avait des projets de rénovation avec des labels éco. Donc ça peut très bien arriver. La pompe à chaleur peut aussi nous permettre de faire du frais, du rafraîchissement ou du refroidissement. Donc notamment, là, c'est pour le tertiaire. Si on est sur d'autres systèmes, le gaz, eh ben dans tous les cas, on trouvera une puissance requise suffisante et dans un encombrement moindre. Le convecteur d'isolation, le radiateur électrique convecteur est très très bien si on est dans un logement très performant. En fin de compte, c'est une installation qui coûte pas cher du moment qu'on est dans une bonne rénovation ou dans du neuf. Par contre, dès qu'on est dans l'ancien, c'est même si vous mettez des caloporteurs ou autres systèmes radiants qui peuvent être très onéreux, 2 000 €, ça vaut absolument pas le coup. Vous n'allez jamais avoir les économies attendues par le fabricant, et quelle que soit la marque. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Moi, je dirais que même si on a parlé d'équipement, de pompe à chaleur, de gaz, la priorité, c'est de travailler sur le bâti, qualité du bâti, isolation, étanchéité à l'air. Si on est sur du tertiaire, des musées,
ou des surfaces utilisées par le public, c'est de faire des sas pour éviter de déséquilibrer, quand on a des CTA, des doubles flux, de déséquilibrer la ventilation et de réchauffer un espace important, alors que si on avait un sas avec des portes en quinconce et à ouverture désynchronisée, c'est tout simple, hein. Un sas, ça coûte cher, mais c'est pas aussi cher que de surdimensionner un équipement pour compenser le fait que le froid se diffuse partout dans le hall. Donc vraiment, travailler plutôt sur le bâti. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, bien entendu, encore après ce webinaire, et je y répondrai. Éventuellement, peut-être faire une vidéo complémentaire. Je vous amènerai des éléments, notamment, j'ai bien noté pour la qualité du sous-sol, pour les sondes géothermiques. Et je peux aussi apporter d'autres solutions, bien sûr, par écrit. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre attention et de vos questions. Et je vous dis au prochain webinaire dans un mois. Merci beaucoup.